Ce casque audio est le WH-1000XM4 et représente au moment où je tourne cet épisode la quatrième et dernière itération des casques sans fil à réduction de bruit active de chez Sony, et il est considéré comme un des 3 meilleurs du marché. Et il succède à l'XM3 qui est sorti 2 ans auparavant et qui est en tout point visuellement identique, mis à part le fait que dans l'XM4 il y a un capteur de proximité à l'intérieur de l'écouteur gauche. Donc voilà pour la petite présentation. Alors ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est le fait que cet XM4 qui m'a été envoyé par Joseph qui habite à Saint-Priest a subi des dommages assez significatifs que l'on ne s'attend pas à rencontrer sur ce type de produit-là au bout d'à peine 1 an. Je vais bien entendu vous montrer tout ça en détail. Je ne sais pas encore si c'est réparable, mais bien entendu, on va l'analyser, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et je ferai de mon mieux pour vous faire découvrir les entrailles de ce système et vous expliquer comment ça fonctionne. Et vous allez rapidement repérer où se situe le problème puisqu'il est bien visible de l'extérieur. Voilà, le contour du port USB-C a fondu sur plusieurs millimètres lors d'un chargement de quelques heures. Et à la suite de ça, il est désormais impossible de le charger à nouveau. Et il est fort probable que ça ait fait quelques dégâts de l'autre côté puisqu'on peut apercevoir que la mousse a aussi été affectée par la surchauffe. Alors en effet, le casque ne peut plus être rechargé, par contre il fonctionne toujours correctement. Mais le problème c'est qu'une fois que la batterie sera complètement vide, il restera définitivement éteint. Et tant que je ne l'ai pas ouvert pour évaluer les dégâts, je ne sais pas encore si je pourrais le remettre en état. Donc c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. Faisons juste un rapide tour du propriétaire avant. Au niveau de l'écouteur droit, on a un premier micro anti-bruit externe ici. Le panneau de commande tactile est ici. Au niveau de l'écouteur gauche, on a ici le bouton de démarrage. Ici, on a celui de la sélection de fonctions. Et ici, il y a une prise jack 3,5 mm étant donné que ce modèle n'est pas que Bluetooth. Ensuite, on a 3 petits micros capteurs de voix qui permettent la captation de la voix pour les conversations téléphoniques par exemple. Puis ici, on a le second micro anti-bruit externe. Et pour finir, il y a à l'intérieur de l'écouteur un capteur de proximité. Je vais donc maintenant l'ouvrir et pour ça je dois commencer par retirer la pièce en mousse. On peut voir une partie du haut-parleur au centre et derrière ce petit support en plastique blanc se trouve le micro anti-bruit interne. Voici une vue un peu plus rapprochée des dégâts causés par la surchauffe sur le plastique. Je continue donc l'opération en retirant toutes les vis présentes. Ça fait quand même pas mal de vis pour un seul écouteur, hein. Et même avec toutes les vis retirées, le cache a du mal à sortir à cause du plastique qui a dû fusionner avec quelque chose alors qu'il avait fondu. Du coup, maintenant que la coque n'est plus maintenue de l'intérieur par les vis, je peux la déclipser pour avoir accès à la circuiterie. Voici donc la platine derrière laquelle se trouve le panneau de commande tactile. Je la déconnecte pour que ça soit plus pratique à manipuler. Cette nappe relie cette platine à celle du connecteur USB-C endommagé qui se trouve de l'autre côté. En tout cas, ici, il n'y a visuellement rien qui laisserait penser que ces composants ont été affectés, du moins extérieurement. En revanche, on ne peut pas en dire autant du côté connecteur. Voici d'ailleurs une photo de référence de la platine non endommagée et vous pouvez constater que la pièce transparente à gauche a littéralement fondu, sans doute à cause de la chaleur dégagée depuis le connecteur en surcharge électrique. Alors en vue rapprochée au microscope, on se rend encore mieux compte des dégâts causés. Il semblerait en effet que ça soit localisé sur le côté gauche vu de l'arrière. Ça concerne donc bien les bornes d'alim tension et masse. Et on trouve une petite diode de puissance juste derrière qui semble intacte. Et d'ailleurs, le reste des composants n'a pas de trace de surcharge ou de surtension, tout du moins visuellement parlant. Alors, petit problème, la vis cruciforme qui retient cette petite platine est complètement bloquée et elle est tellement fine qu'en cherchant à la dévisser, son empreinte s'est brisée. Ce qui est bien dommage parce que pour pouvoir retirer des circuits, je vais devoir le découper. Et voilà ce qui explique qu'elle était bloquée. Le support dans lequel elle est insérée s'est ramolli sous l'effet de la chaleur, puis s'est resolidifié en refroidissant, ce qui l'a emprisonné. Et pour ce qui est du connecteur vu de face, je crois que c'est assez explicite. Bon, donc à ce stade, mon pronostic est qu'il s'est produit une surcharge électrique à travers le câble USB-C durant la recharge. Et ça ne s'est pas produit à cause d'une défaillance dans des composants à proximité. Je dirais que la cause est plutôt à chercher à l'extérieur du casque. Et en partant de cette hypothèse, je vois 2 possibilités. Soit c'est le câble reliant le chargeur au casque qui s'est mis en court-circuit, soit c'est le chargeur lui-même qui a pété un câble. C'est le cas de le dire. Joseph n'a pas utilisé un chargeur de smartphone mais plutôt le port USB de cette multiprise et précisément celui-ci qui peut délivrer une intensité max de 2,1 A. Il m'a d'ailleurs précisé qu'il n'avait jamais eu de soucis avec jusqu'à présent et il s'en servait depuis plusieurs années. Et au premier coup d'œil, je ne suis pas très impressionné, ça casse pas 3 pattes à un canard, même la fixation au boîtier en plastique est sur 2 points au lieu de 3, vous voyez, il n'y a que 2 vis. Mais je vais essayer de trouver quelques indices pour déterminer si cette alimentation a eu un rôle majeur dans cet incident. Alors par contre, je ne vais pas commencer à tout détailler, sinon la vidéo va se prendre 15 minutes de plus, donc je vais synthétiser. La protection en entrée est assez rudimentaire, on a une résistance de fusible et une varistance à oxyde métallique.
On attaque alors rapidement sur le pont de diode. Il y a deux gros condensateurs en réserve d'énergie de 400 volts pour 10 microfarads ainsi qu'une résistance de puissance. Le transistor de puissance est ce 13005 chinois, un bipolaire à jonction NPN qui hache à une fréquence de 5 MHz. Il rentre directement dans le primaire du transfo comme il se doit. On a ici l'isolation galvanique qui sépare le primaire du secondaire, mais je constate que cette topologie est dépourvue d'optocoupleurs qu'on utilise généralement pour assurer la contre-réaction entre les deux côtés. Donc ça sous-entend ici que le circuit de régulation du primaire ne sait pas du tout ce qui se passe dans le secondaire, et ça c'est dommage. L'isolation galvanique est donc assurée par le transfo, et je vois qu'il y a aussi une autre varistance en protection. Du côté du secondaire par contre, il n'y a pas grand chose, on trouve quelques résistances et une diode de puissance pour garder le courant en sens unique sur le premier connecteur USB, et de l'autre côté on a aussi une diode pour le second connecteur USB et deux condensateurs de filtrage. Bon, c'est pas d'une conception renversante, mais ça fait le job et j'ai vu largement pire. Donc comme je n'ai pas vu d'anomalie particulière, je vais tester cette alim en USB avec une charge électronique qui est ce petit dispositif à droite. On voit qu'à vide la lime donne une tension de 5,11 volts, je vais maintenant augmenter la charge pour voir comment elle va se comporter. Je force ici la lime à me fournir 1,07 A et elle tient une tension de 4,81 volts, ce qui est plutôt raisonnable. Maintenant, je vais progressivement augmenter la charge pour arriver jusqu'à 2 A consommés. Voilà, la charge électronique force la lime à lui fournir 2 A et la tension mesurée a légèrement chuté à 4,51 volts, mais je dirais que c'est encore acceptable. D'ailleurs, on va comparer avec un chargeur de smartphone Xiaomi que j'ai en ma possession et qui est a priori en mesure de fournir jusqu'à 3 A max. Je refais donc la manip, à vide la tension est de 5,26 volts et on va augmenter la charge pour finir aussi à 2 A comme précédemment. Et bien vous pouvez constater comme moi, à 2 A la tension est aussi de 4,5 volts comme la lime de la multiprise. Alors j'ai continué les tests avec une charge de 2 A pendant environ 1 heure et la tension mesurée variait autour de 4,5 volts, donc c'est plutôt bon signe. Et on peut en conclure que la cause ne vient pas de ce chargeur avec lequel Joseph a rechargé le XM4. Bon, analysons maintenant le câble qui a été utilisé cette fois-là. Alors côté connecteur USB type A, il n'y a rien de particulier à signaler. En revanche, à l'autre bout, le connecteur USB type C a clairement subi une déformation, sans doute provoquée par une augmentation locale de température. Je note quand même un détail, c'est que ça n'est pas le câble d'origine fourni par Sony. Mais il faut dire que le câble d'origine fourni par Sony ne mesure que 10 cm. Donc ça n'est absolument pas pratique pour recharger. Et d'ailleurs, avec mon XM3, je ne l'ai jamais utilisé non plus. Et en observant les dégâts causés à l'embout USB-C, on pourrait simplement en déduire que quelque chose d'anormal s'est produit à l'intérieur qui aurait eu pour conséquence de fortement augmenter localement la température et du coup de faire fondre les matières organiques comme la résine ou le plastique. C'est le genre de phénomène qui pourrait par exemple correspondre à un court-circuit puisque l'une des conséquences d'un court-circuit est de dévier anormalement le cheminement du courant et provoquer l'augmentation de la température des conducteurs tout en développant l'intensité du courant. Donc je ne sais pas encore si on pourra relever quelques indices après l'avoir ouvert, c'est pas dit, mais on va vite le savoir. Alors au final, j'adhère fortement à la thèse du court-circuit, bien que je ne pourrais pas pointer du doigt l'origine exacte. Par exemple, ceci est l'emplacement d'une résistance montée en surface dont le rôle est de limiter le courant. Bon, elle a été décimée au moment de découper le métal avec le Dremel, donc je ne peux pas l'examiner, mais il n'est pas à exclure qu'elle ait une part de responsabilité dans cette affaire. Mais d'autres paramètres plus délicats peuvent aussi entrer en compte entre les contacteurs et la platine, comme par exemple la dégradation de l'isolement consécutive à l'humidité ou l'apparition de corrosion, etc. Alors j'ai essayé de voir dans quelle mesure je pourrais remplacer la platine du connecteur USB-C. Donc pour ça j'ai contacté le SAV de Sony, et là leur réponse a été ferme et définitive, on ne fournit pas de pièces détachées. Bon. On pouvait s'en douter, mais ça valait le coup d'essayer. Et l'autre option à laquelle j'avais pensé aurait été de se dégoter un XM3 en panne, donc vendu pour une bouchée de pain, afin d'en extraire cette platine et de la replacer dans le XM4. Alors j'ai noté quelques différences mineures sur cette platine entre celle de l'XM3 et celle de l'XM4, mais je ne les ai pas considérées suffisamment importantes pour changer la nature du signal, et en tout cas la connectique de la nappe flexible reste identique. Donc c'était une bonne option à envisager. Problème, je n'ai absolument rien trouvé. Tous les XM3 que j'ai trouvé d'occasion étaient vendus fonctionnels et à un minimum de 140 €, alors que pour 240 €, on trouve déjà d'occasion des XM4 en très bon état.
Donc c'est une option que je n'ai pas gardée. Bref, voilà. Donc du coup, ça nous fait un XM4 à décortiquer intégralement et je vais tâcher de vous montrer tout ça en détail et de vous expliquer comment est architecturé ce système. Et il n'est pas impossible aussi qu'on regarde quelques-uns des composants au microscope électronique à balayage. Allez, on revient sur le casque pour poursuivre. Je passe rapidement sur l'ouverture des différents compartiments parce que ça n'a pas grand chose d'intéressant et ceci est la platine principale sur laquelle on va s'attarder dans un instant. Voici la platine intégrant l'antenne NFC. Et on a là les 3 micros numériques CMS utilisés pour capter la voix et bien entendu, j'en ouvrirai un pour une analyse détaillée. Voici à quoi ressemble l'un des 2 micros anti-bruit externes et de l'autre côté, placé juste en face l'écouteur, on trouve le micro anti-bruit interne qui est identique. Derrière cette petite fenêtre se trouve le capteur de proximité. Alors pour le moment, je vous le fais juste découvrir, mais il n'est pas impossible que l'on s'attarde sur sa topologie dans un instant. Et avant de rentrer dans le détail, voici un étalage des différents éléments qui composent cet XM4. Côté droit, on a le haut-parleur ici et son micro anti-bruit interne, la platine de gestion de l'alimentation et de la batterie lithium-ion ainsi que le micro anti-bruit externe. Et pour finir, on a aussi le pad de commande tactile. Et d'ailleurs concernant cette batterie, elle fournit une tension de 3,7 volts et est capable de délivrer 1 ampère-heure, soit 3,7 watts-heure. Sa tension de recharge est donc de 4,2 volts. Côté gauche maintenant, on a la platine qui supporte l'antenne NFC plus les 3 petits micros pour capter la voix, la carte mère et le second micro anti-bruit externe et enfin le haut-parleur avec un capteur anti-bruit interne plus capteur de proximité. Et le câble reliant les deux côtés passe bien évidemment au travers de l'arceau, et d'ailleurs la connectique qui fait cette liaison est composée de 14 fils, chacun avec une couleur différente. Alors je vous fais grâce du démontage quasi intégral du casque pour en extraire son électronique sans arracher ni découper quoi que ce soit parce que ça n'est pas ce qui est le plus intéressant. En revanche, ça m'a permis de constater que son assemblage est assez complexe et que Sony n'a pas pris ça à la légère. Vous avez devant vous toutes les vis et les parties en plastique du boîtier. Les deux haut-parleurs n'ont finalement pas posé de problème pour être séparés de leur compartiment parce qu'ils sont maintenus par de la résine souple qui se détache sans grande difficulté. Et voici donc l'intégralité de son électronique toujours fonctionnelle, je le précise. On va donc pouvoir passer à son analyse et jeter aussi un coup d'œil aux échanges Bluetooth avec une source. Mais il va quand même falloir auparavant que je recharge sa batterie qui n'a plus rien dans le bide, donc j'injecte via mon alimentation de labo Rigol un courant continu d'une intensité max de 1 A à une tension de 4,2 volts. Voilà, quasiment 2 heures se sont écoulées donc je peux l'allumer. J'ai donc mis en place un setup qui va me permettre d'intercepter les échanges de données en Bluetooth entre le XM4 et mon smartphone auquel je l'ai appairé pour recevoir de la musique. Et c'est grâce à ce BEX400 ici au centre, qui est un système d'analyse de protocole Bluetooth du constructeur Elysis, que ça pourra être possible. Donc le XM4 est à gauche, le BEX400 au centre et le smartphone en train de lire de la musique à droite. Le BEX400 est relié à l'ordinateur portable qui exécute son logiciel d'analyse. Le protocole utilisé entre le casque et le smartphone est du BLE, c'est-à-dire du Bluetooth à basse consommation, qui utilise une architecture maître-esclave, mais qui ont aussi un débit de transmission de données et une distance de lecture plus faible que les appareils Bluetooth classiques. L'échange se fait ici sur 3 canaux, 2402, 2426 et 2480 MHz, et la connexion entre les deux appareils n'est pas chiffrée. Passons maintenant à l'analyse détaillée des composants et de la circuiterie et on commence par la carte mère qui est une très bonne représentation de ce qu'on peut faire de mieux en matière de microélectronique. Tous les composants sont évidemment montés en surface et elle est peuplée des deux côtés bien que la densité des composants reste raisonnable. Mais il faut dire aussi que les plus petits composants ne font qu'un demi-millimètre. Je déconnecte toutes les nappes flexibles, ici celle des 3 micros, puis celle du capteur de proximité et enfin celle des 2 boutons de commande. On a aussi le connecteur aux 14 fils qui relie les deux côtés en passant par l'arceau. Le reste des fils est soudé à la platine, c'est-à-dire le haut-parleur, les 2 microphones anti-bruit, l'antenne NFC et la prise jack 3,5 mm. Au niveau de la platine, si on jette un coup d'œil à sa tranche, il est assez difficile de déterminer avec exactitude le nombre de couches internes de cuivre. J'opterai pour 4, donc 6 en tout avec les 2 couches externes. Peut-être que le cliché Rayon X que je ferai dans un instant nous en dira un peu plus, mais pas sûr. Voici donc le processeur central développé par Sony et qui est en quelque sorte le cerveau de ce casque. Il a été baptisé QN1 avec comme référence CXD 950 et d'ailleurs il est déjà présent dans le casque XM3. Il est conçu autour d'une architecture qui combine la réduction de bruit active, un moteur hardware de traitement du signal audio en 32 bits et un convertisseur numérique vers analogique avec amplification. Évidemment il n'y a pas de datasheet publié par Sony donc difficile d'avoir le détail des caractéristiques techniques.
On a cependant son quartz juste ici qui le cadence à une fréquence de 98,30 MHz et il a tout autour de lui une batterie de condensateur de découplage pour nettoyer son courant continu. Toute cette région de composants est dédiée à la régulation de tension et la conversion et du filtrage de courant. Au passage, ces deux blocs noirs sont des condensateurs de 100 microfarads en 6 volts. Et je subodore que cet emplacement était réservé à un port spécifique pour du débugage qui a été retiré pour la mise en production. Toujours sur la même face se trouve l'antenne Bluetooth et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ils n'ont pas tracé d'antenne PCB, Sony a plutôt opté pour une antenne monopuce céramique RF miniature représentée par ce minuscule composant blanc. Et dans le prolongement de cette puce, on trouve un minuscule connecteur doré de 2 mm de diamètre et dont la base est en plastique. Ça n'a bien entendu rien d'un connecteur SMA, mais je pense qu'il sert à y connecter un système pour monitorer l'antenne monopuce blanche. Passons de l'autre côté de cette platine, on y trouve plusieurs circuits intégrés importants et notamment ce Mediatek MT2811 qui est un système on-chip Bluetooth 5.0 basé sur une architecture ARM, mais dont le datasheet est introuvable car il a été exclusivement fait par Mediatek pour Sony. Cela étant dit, j'ai pu rassembler des infos qui m'indiquent que ce MT2811 est basé sur la plateforme Heroa de Mediatek et plus précisément la gamme AB155X dont voici les caractéristiques. Ça permet de constater qu'il prend en charge pas mal de fonctionnalités et que même d'un point de vue audio, le QN1 peut aussi se reposer sur lui pour certaines tâches. On a ensuite ici de la mémoire flash série de chez Winbond de 128 Mbps alimentée en 1,8 V dans un package WLCSP, c'est-à-dire directement découpé depuis le wafer sans boîtier en époxy. On voit d'ailleurs les petites billes de soudure juste en dessous. Cette mémoire est essentiellement utilisée par le boîtier Mediatek et contient notamment le firmware du système. Cet autre circuit intégré en package WLCSP est un FPGA basse consommation de la gamme ICE40 Ultralight de chez Lattice Semiconductor de 1248 cellules logiques dont le rôle ici est entre autres de prendre en charge la gestion du capteur de proximité. Le cinquième important circuit intégré du système est ce processeur de signal numérique 24 bits CS48L32 de chez Cirrus Logic qui a entre autres la tâche de gérer et de faire l'interface avec les micros qui captent la voix de l'utilisateur. Et son rapport signal sur bruit atteint 104 décibels, ce qui est assez énorme. Et en parlant de micro, on trouve un quatrième micro numérique MEMS à proximité de ce gros condensateur polarisé marqué J8. Le voici ici, il est plus petit que les trois autres et son emplacement est pour le moins déroutant parce qu'il est physiquement positionné sur la face interne du circuit imprimé comme on le voit ici au moment où je l'ai retourné pendant le démontage il y a un instant. Du coup j'ai un doute sur sa fonction de captation. Toujours à propos de micro, voici l'un des 4 micros analogiques utilisés par le système anti-bruit. Il y en a 2 dirigés vers l'extérieur et 2 autres plaqués au centre des haut-parleurs comme on le revoit ici. Un petit coup d'œil du côté de l'antenne NFC qui est directement intégrée dans la platine, ce qui est très classique. Elle est gérée par le chip RFID qui est ce petit boîtier noir à 8 broches contenant une EEPROM de 2 kilobits et une interface série I2C. Le circuit intégré est alimenté par les 2 fils que l'on voit à droite et comme vous le voyez, la bobine qui sert l'antenne fait le tour de la platine par les 2 faces. Voici un aperçu plus détaillé de ce à quoi ressemble le pavé tactile capacitif. Alors pour ce qui est du capteur de proximité, il semblerait que son architecture soit conçue autour d'une photodiode et d'un capteur CMOS basse def avec un mini DSP que l'on peut distinguer derrière la petite fenêtre. Je ne vois pas trop pourquoi ils auraient besoin de faire du traitement de signal pour détecter que l'utilisateur porte le casque, à moins qu'ils utilisent de la reconnaissance de forme au niveau de l'oreille externe. Et vu que ce capteur est géré par le FPGA, c'est plausible. Sur le circuit imprimé de l'écouteur droit, il n'y a pas grand chose d'intéressant à relever comme circuit intégré, mis à part ce microcontrôleur 32 bits Atmel SAM D21 basé sur l'architecture ARM Cortex M0+. Il va principalement avoir 2 tâches, la gestion du pavé tactile capacitif et la supervision du système de gestion de la batterie. Concernant la batterie justement, elle dispose de son propre circuit de régulation, de protection et de limitation du courant directement dans son package. Et il y a aussi un petit capteur de température plaqué contre son corps qui permet au microcontrôleur de monitorer si sa température reste dans une échelle de valeur convenable aussi bien pendant le chargement qu'en cours d'utilisation du casque. Je dessoude tout ce qui est relié au circuit imprimé principal et je vais maintenant le passer au rayon X pour faire une radiographie numérique, ce qui permettra de voir l'ensemble des pistes de cuivre en un seul cliché. La qualité de conception de cette électronique est vraiment excellente. Certes, aujourd'hui, on n'en attend pas moins de la part de Sony, mais que cela ne fasse pas perdre de vue que ce circuit rassemble un concentré de technologie et une puissance de calcul assez incroyable pour un produit grand public à 350 €. On va maintenant s'attarder un instant sur ces micros miniatures MEMS, je vais en décortiquer un ou deux et vous pourrez vous rendre compte de la prouesse technologique que cela représente. Donc ça commence déjà par retirer sa capsule avec la station à air chaud,
et sous la capsule se trouvent les semi-conducteurs. Vu au microscope, je fais d'abord le point sur le transducteur qui est cette pièce carrée de 1,15 mm de côté. Il s'apparente à un diaphragme sensible à la pression et directement gravé dans le silicium en utilisant le procédé de fabrication MEMS, c'est-à-dire des micro-éléments mécanico-électriques. À droite, on a le circuit intégré auquel il est rattaché et dont la fonction est de convertir en signal numérique modulé les changements de capacité qui s'opèrent dans ce transducteur lorsqu'il réagit à la pression des ondes acoustiques. Et tout en bas ici, on trouve un condensateur céramique qui mesure 0,45 mm de long. Et petite expérience, en changeant l'angle de la lumière incidente qui les éclaire par le haut, on distingue mieux les couleurs du spectre de la lumière visible réfléchie et réfractée par les matériaux. En fait, étant donné que les écarts entre les différentes parties réfléchissantes du circuit intégré sont très rapprochés, avec une distance en nanomètres équivalente à seulement quelques fois la longueur d'onde de la lumière visible, les rayons interfèrent les uns avec les autres. C'est le même phénomène qui se produit sur la surface des CD et des DVD. On va maintenant observer ce que ça donne vu par le microscope électronique à balayage, donc je place les micros sur son porte-échantillon avant de pouvoir les insérer dans la machine. Voici donc 15 clichés pris au gré de l'observation. La barre en bas vous donne le niveau de zoom ainsi que l'échelle précise. Grossi 1600 fois, voici à quoi ressemble la membrane sensible à la pression des ondes acoustiques. Ici un petit zoom vers sa référence E2221B gravée à même le substrat. Grossi 350 fois, voici le condensateur céramique de 0,45 mm. Et pour terminer, un zoom sur le coin un peu sali du circuit intégré. Alors, on pourrait s'arrêter là et conclure cet épisode, mais je vous propose un dernier truc avant. On va tenter d'observer la surface de la puce de silicium du capteur de proximité. Par contre, j'ai pas fait d'extraction propre à base d'acide sulfurique chaude comme je le fais habituellement parce que ça fait beaucoup de manipulation pour juste un seul composant. Donc, je l'ai directement passé au chalumeau. Alors, ce que je pointe ici, c'est la puce de la photodiode et je rappelle que c'est du papier millimétré qui est en fond, donc sa taille est inférieure à 1 mm de côté. Mais c'est pas celle-là qui m'intéresse, c'est plutôt celle-ci qui est celle du capteur. Donc la voici à travers mon microscope optique de surface. Alors elle est un peu sale parce qu'elle n'a pas pris de bain d'acide et les 1300 degrés Celsius du chalumeau ont un peu carbonisé à la surface le boîtier en plastique dans lequel elle était logée. Je change d'optique pour grossir les détails. Et en fait ce circuit ressemble beaucoup à ce que l'on trouve dans le capteur d'une souris optique. On a une matrice de cellules CMOS ici, un processeur de traitement de signal au centre et tout le reste de la circuiterie et l'électronique analogique pour la gestion du courant et des tensions. Par contre sur cet échantillon il ne sera pas possible de déterminer la résolution en pixels de cette matrice parce qu'elle a été détériorée dans la manip. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, ça n'a pas trop d'intérêt d'aller plus loin dans l'analyse des composants et j'ai pas vraiment prévu de faire une rétro-ingénierie intégrale de ce casque pour cet épisode. En tout cas, c'est de la très bonne électronique pour un produit grand public, finalement pas si cher que ça quand on voit le niveau de technologie qui est dedans, mais Sony nous a souvent habitués à ça, on sent qu'ils maîtrisent absolument leur sujet. En tout cas, ça se voit. Voilà, n'hésitez pas éventuellement à y aller de votre petit commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.